Depuis quelques années, beaucoup d'encre a coulé concernant la capitalisation boursière de Tesla et des frasques de son patron. Pourtant, Tesla n'a pas toujours été une société cotée en bourse. Elle a tout d'abord été une société de droit privé, à investisseurs multiples. La société fut créée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning, et ce n'est qu'en 2004 qu'Elon Musk apporte 6,5 millions de dollars. Il devient ainsi le plus gros investisseur de l'entreprise. Tesla reste sous seing privé pendant toute la phase de développement du Roadster et le début de sa production. En 2010, pourtant, Tesla a besoin de fonds pour se développer. La vente des Roadsters s'ouvre à l'international, mais surtout, Musk se voit offrir une opportunité en or, le rachat de l'ancienne usine NUMMI de Toyota et GM. Il faut rapidement lever des fonds pour racheter l'usine, mais aussi pour booster le développement des Model S, la première voiture de grande série de la marque. Pour lever ces fonds, le plus simple est de réaliser une introduction en bourse. Ce sera chose faite le 29 juin 2010 avec l'introduction de 13,3 millions d'actions au prix de 17 $ l'action. Une fois les frais et commissions déduits, ce sont 200 millions de dollars qui entrent dans les caisses du constructeur. Avant d'aller plus loin, voyons comment fonctionne très succinctement la bourse. Je simplifie à outrance bien sûr pour rendre les principes clairs, que les spécialistes de la chose ne m'en veuillent pas. Lorsque l'on achète des actions, on prend une part du capital social d'une entreprise. L'entreprise ne touche que la valeur de l'introduction. Une fois en circulation, ces actions ne génèrent plus de flux financiers avec l'entreprise. Toutefois, si l'action monte, le détenteur de l'action s'enrichit, si l'action baisse, eh bien il s'appauvrit. Vous avez bien compris que le jeu boursier, c'est d'acheter quand l'action est au plus bas et de la revendre lorsqu'elle est au plus haut. La seule petite complication est de déterminer quand l'action est au plus haut et quand elle est au plus bas, et si elle va continuer à monter ou pas. Afin de faire des prédictions les plus fiables possibles, les actionnaires vont devoir se baser sur des informations internes et externes pour prévoir une baisse ou une hausse de l'action. Les actionnaires principaux sont représentés à la direction de l'entreprise et disposent de droits de vote au conseil d'administration. En général, le président du conseil d'administration est le représentant du plus gros actionnaire. Il arrive parfois pourtant que des décisions de justice imposent un administrateur ou un président de conseil d'administration, comme c'est le cas pour Tesla en ce moment. Les décisions prises par l'entreprise et ses résultats vont déterminer une certaine confiance des investisseurs. Plus la confiance est élevée, plus les investisseurs vont vouloir acheter ou conserver les actions. Des sociétés sont spécialisées dans l'analyse de l'indice de confiance des actions. Elles vont donner des conseils du type acheter, conserver ou vendre pour toutes les actions qu'elles surveillent. Si la confiance baisse, plus d'actionnaires accepteront de se séparer d'actions à un prix plus bas. Le volume et le prix des transactions déterminent le cours de la bourse. Enfin, une société prospère peut récompenser ses actionnaires si elle dégage des bénéfices. On appelle cela des dividendes. Lorsque ceux-ci sont élevés, ils fidélisent les actionnaires et ainsi favorisent un maintien du cours de la bourse de cette action. En quoi le cours de l'action est-il si important pour Tesla? Puisque les finances de l'entreprise ne sont pas impactées par le prix de l'action. Eh bien, la valorisation boursière d'une entreprise est primordiale pour obtenir des financements et des prêts. Une action élevée correspond à une confiance élevée, donc à un risque plus faible pour le prêteur. Plus le risque est faible, plus le taux d'intérêt consenti par le prêteur est bas. Le cours réel des investissements d'une entreprise est donc directement lié à l'indice de confiance que peuvent avoir les actionnaires par rapport à ces actions. Les contrats avec les fournisseurs ainsi que la confiance générale des partenaires de l'entreprise sont souvent indexés sur le cours de l'action également. De plus, une société comme Tesla a besoin de croître, donc de financer ses investissements. Elle peut le faire de deux manières, soit en empruntant, soit en augmentant son capital. Lorsque Tesla va émettre de nouvelles actions, elles vont s'ajouter aux anciennes, augmentant ainsi le capital total de l'entreprise. Plus le cours de l'action est élevé, plus l'entreprise engrange de cash dans l'opération, et surtout, plus son capital augmente. Donc sa capacité à garantir des emprunts futurs en fait de même. Tesla a eu recours à de multiples augmentations de capital et ce n'est sûrement pas terminé, puisque ses besoins en croissance sont encore énormes. Pourtant, procéder de la sorte peut être problématique, car plus d'actions dit plus d'actionnaires. En diluant le capital, la gestion de l'entreprise se fait plus compliquée, et il y a des risques de voir s'installer des actionnaires hostiles à l'entreprise. Et oui, comme pour les humains, il y a plusieurs types d'actionnaires. Leur caractère et leurs buts sont différents, mais ils cohabitent souvent dans le capital des grandes entreprises. Il y a tout d'abord les actionnaires institutionnels, dans des domaines stratégiques,
Les États ont souvent intérêt à prendre une part de l'actionnariat afin d'avoir un rôle dans la gestion de l'entreprise. C'est entre autres le cas d'EDF, de Renault ou de PSA Group. De plus, un État qui va aider une société à survivre va la garder sous contrôle pendant un certain temps. Il va donc garder une certaine participation à l'entreprise et certains droits de vote. Vient ensuite l'actionnaire financier. Il s'agit typiquement des banquiers ou des fonds de pension. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et leur but est de le faire fructifier rapidement. Ce sont des actionnaires qui vont aller chercher les dividendes. Ce sont ces actionnaires qui constituent la majorité du capital des constructeurs automobiles historiques. Cela explique parfaitement la frilosité de ceux-ci à innover et la volonté de faire toujours plus de bénéfices. Ils sont sous la pression des actionnaires pour avoir plus de dividendes. Puis, il y a des actionnaires qui sont issus du monde du capital risque. Lorsqu'un produit leur plaît, lorsqu'il est prometteur selon eux, ils vont investir fortement dans une entreprise ou une branche industrielle. Leur but n'est pas de gagner de l'argent à court terme, mais de créer une nouvelle richesse à long terme. Si leur mise est importante, ils misent très gros, mais sur du très long terme. Ils n'attendent pas un retour sur investissement rapide, comme les actionnaires financiers. Ce sont ces actionnaires qui constituent majoritairement le capital de Tesla, mais aussi de toutes les sociétés innovantes de nos jours, ou passées. Parfois, la confiance des capital risqueurs est telle qu'il y a plus d'argent disponible que de besoins financiers dans un secteur. On voit alors une multitude de sociétés s'engouffrer dans la brèche pour avoir leur part du gâteau. Et le prix des actions flambe. C'est ce que l'on appelle une bulle spéculative. Toujours très fragile, elle est à la merci d'un événement qui la fera éclater et provoquera des dégâts énormes tant pour les investisseurs que pour les entreprises. Ce sont par exemple ces capital risqueurs qui ont permis au marché du smartphone de se développer. Au début du XXe siècle, ces actionnaires finançaient les puits de pétrole et l'électrification des villes. Aujourd'hui, que ces marchés sont à maturité et génèrent du profit, ces actionnaires sont supplantés par les actionnaires financiers. Ces marchés à maturité vont vivre leur petite vie et un beau jour, ils vont être mis en danger par de nouveaux marchés créés par de nouveaux capital risqueurs. Et c'est là qu'on voit un autre type d'actionnaire entrer en jeu, qui est l'actionnaire malveillant. Ces actionnaires vont tenter de prendre des parts dans les sociétés innovantes afin de les absorber ou de les arrêter. Le but étant bien sûr que ces opérations leur coûtent le moins cher possible, donc au prix le plus bas. Si l'entreprise est bien cotée et que sa confiance est bonne, le prix de l'action est élevé, donc c'est problématique. Mais si l'entreprise est en difficulté, ils peuvent mettre la main dessus facilement et l'arrêter très simplement. Et c'est là qu'ils vont utiliser un mécanisme très important des transactions de bourse, la vente à découvert. Afin de rendre la démonstration plus facile, nous allons prendre un exemple. Imaginons une société X dont le cours de l'action est à 100 $, le 1er janvier d'une année. Je suis vendeur à terme et je parie sur une baisse. J'ai un investisseur et je lui propose de lui vendre 1000 actions pour 80 $. Mais la vente se fera le 1er juillet. Au 1er juillet, j'achète ces 1000 actions au prix du marché et les revends immédiatement à mon client à 80 $. Si l'action vaut 60 $, je fais un bénéfice de 20 000 $ sans avoir investi un cent. En revanche, si l'action vaut 500 $ à ce moment-là, je perds 500 000 $ dans la transaction. Des fortunes se sont faites et d'autres sont parties en fumée avec ce système. La première trace que l'on trouve de cette méthode est de 1751 à la bourse de commerce d'Amsterdam. Depuis, des mécanismes ont été mis en place pour limiter les volumes de transactions, parce que sinon ce serait la foire d'empoigne. Le vendeur à terme devra mettre une partie de la valeur de la transaction en garantie, afin de réaliser une caution de ces opérations. Je suis certain que vous êtes en train d'entrevoir le fait que ce que je viens de vous expliquer a de très graves conséquences pour Tesla. En effet, ces vendeurs à découvert sont les short sellers dont parle souvent Elon Musk. Ces spéculateurs vont jouer gros et certains ne reculeront devant aucun procédé afin de faire baisser le cours de l'action. Ils vont jouer de toute leur influence pour que la presse sape la confiance du public dans l'entreprise. Ils feront appel à des experts reconnus dont les intérêts sont opposés à Tesla pour appuyer leur désinformation. Les short sellers auront donc tout intérêt à monter en épingle la moindre petite information qui permette de faire baisser le prix de l'action. Certains de ces short sellers sont également suspectés d'alimenter les caisses des syndicats et des partis politiques afin de mettre tous les obstacles possibles sur la route du constructeur. Ils ont également le contrôle de lobbies plus ou moins puissants afin de faire évoluer la législation de telle manière que cela bloque Tesla. Entre la présentation de la Model 3 en 2016 et fin 2019,
Moment où nul ne pouvait plus nier la réussite commerciale de l'auto, les short-sellers se sont déchaînés. Les attaques ont été même si fortes qu'Elon Musk a été contraint de faire des annonces illégales pour contrer la désinformation. Il avait même envisagé de sortir Tesla de la bourse en rachetant la totalité des actions avec l'aide d'un fonds souverain saoudien. Cette opération n'aura pas lieu et les princes du pétrole se tourneront vers Lucid Motors pour investir leurs pétrodollars. Musk a joué son atout maître et il s'est attiré les foudres de la SEC, la commission des opérations de bourse aux États-Unis. Les short-sellers ont jubilé parce qu'ils pensaient que Elon Musk allait vouloir garder le contrôle total et entier de son entreprise. La SEC aurait alors intenté un procès à Musk qui aurait été hors course pendant des mois, voire des années. Et sans Musk, Tesla aurait été à ce moment-là une proie facile. Toutefois, le patron de Tesla a trouvé un arrangement avec la SEC contre toute attente, gardant le contrôle opérationnel de l'entreprise et cédant le poste de président du conseil d'administration à une personne agréée par la SEC. Il avait contré les vendeurs à découvert et s'était donné le temps de réussir la commercialisation de la Model 3. Aujourd'hui, Tesla est sorti de cette tourmente avec de sérieux atouts pour l'avenir. La partie n'est pas encore jouée, mais le cours de l'action laisse à penser que la marque Tesla a un bel avenir devant elle. En guise de conclusion, je dirais que si la bourse a bien failli avoir la tête de Musk et de son entreprise, elle est également le meilleur atout pour la croissance et le succès de Tesla. J'espère que cet épisode vous a plu, même s'il a été tourné un peu à l'arrache en confinement. Merci pour vos pouces bleus et merci à tous mes abonnés qui aident à faire vivre la chaîne aujourd'hui dans ces temps difficiles. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.